ta clope ? Ouais. Eh bien, nous sommes au Paris Montparnasse. C'est un bar dans lequel je viens très souvent pour plusieurs raisons, dont une qui signifie que j'ai fini de travailler. C'est-à-dire que j'habite Nantes et chaque fois que j'ai fini de travailler, je reprends mon train le soir pour Nantes, à Montparnasse, et je m'arrête souvent là pour ou boire un verre ou manger un petit truc rapidos. Et on va rentrer. أبداً مش غصب عني أنا اللي اخترت أحبك ودي أول خطوة صح وجودك جنب مني Ouh là 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 là, mais c'est déjà le 2e épisode. وألف صح عرفت Alors vous avez été nombreux à me contacter, à vouloir me soudoyer, mais je suis incorruptible, ou alors que par carton de 6. أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح. Et alors ça c'est la magie du podcast, c'est-à-dire qu'on arrive à la table et il y a déjà un coup à boire sur la table. Ça c'est la magie de... Au cinéma on dit la magie du cinéma, mais au podcast on peut dire ça aussi, je pense. Nous rencontrons Sylvain Chantal, Chill. auteur d'un fief de cheval, aux éditions Dilettantes. J'ai décidé de mettre un haut là à cette vie un peu dure, quoi, dure physiquement, intellectuellement et tout, et de me consacrer à l'écriture, mais l'écriture de fiction. Là, moi, je faisais que de l'écriture journalistique, et je me suis dit, voilà, là, moi, je me prends un temps, j'ai un peu d'argent devant moi pour jouer au poète, et ne pas me préoccuper de gagner des sous, et donc d'écrire. Et pour mieux écrire, je me suis dit, tiens, avec mes sous, je vais me payer une formation. Et je me suis donc payé une formation avec un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Vincent Ravalec. Et je ne sais plus comment j'ai vu traîner cette formation, mais je ne sais plus, sur les réseaux, enfin voilà, où Vincent annonçait qu'il restait quelques places. Je suis parti à Carreau, près de Marseille, enfin à 20 minutes de Marseille, près de Martigues plutôt on va dire, où Vincent dispensait sa formation, on n'était pas beaucoup, et on avait à notre disposition donc cet écrivain et cinéaste génial qui nous aidait à bâtir des scénarios. Voilà. Et le problème, c'est que c'était au mois d'octobre, dans une cité portuaire, avec un espèce de lotissement balnéaire, mais qui en octobre était totalement désert. En fait, il avait loué une maison dans ce lotissement balnéaire et désert, et c'était très glauque. Et dans ce village, il y avait un bar qui s'appelait le Réverdigo. Et en fait, je m'y suis senti tout de suite bien. Parce que, donc, ça, je suppose qu'on va en parler, mais moi, ma vie, c'est les bars, en fait. Donc, je m'y suis senti tout de suite bien. J'ai tout de suite été accepté. Je suis d'un naturel assez social, je parle à tout le monde. On me laisse dans un coin 3 minutes, je connais les noms de tous ceux qui sont autour de moi. Alors peut-être que c'est un travers de journaliste, mais un travers de journaliste humain, c'est-à-dire j'aime l'humanité, et donc les gens qui sont autour de moi, je m'intéresse à eux. Et donc en fait j'ai demandé à Vincent Ravalec si je pouvais travailler dans le bar et non pas dans la maison qu'il avait louée et prendre rendez-vous avec lui parce qu'on se voyait tous les jours pour lui présenter ce que je travaillais, que nous fassions ça dans le bar en fait. Donc en fait il a accepté, il venait tous les jours, on se donnait des heures, on s'envoyait des petits textos et tout. À la fin de ce stage il m'a dit... parce que c'était quand même un stage pour écrire un scénario de cinéma. À la fin de ce stage, je l'ai ramené au train, en voiture. Et puis il m'a dit, bon, tu seras certainement pas un grand cinéaste. En revanche, t'es un excellent journaliste, c'est-à-dire que tu connais tout le monde, tu t'as mis des claques à tout le monde. Bon, j'aime bien boire, donc par exemple j'en ai couché plusieurs. J'ai couché pas mal de Marseillais au Ricard. Mais couché, c'est-à-dire les mecs qui s'effondraient. Moi, je tenais debout. Donc voilà. C'est quoi un bon journaliste ?
Ouais, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est curieux, qui s'intéresse aux gens. Donc, et puis qui aime bien provoquer des situations. Donc, C'est né quand ça pour toi, oh, le c'est né journalisme depuis toujours. C'est né depuis. Enfin, Il y a beaucoup de jeunes qui ont des soucis de vocation, ils sont ados, ils savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ensuite, ils arrivent à la fac, ils savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Moi, à 8 ans, mon père avait gagné une machine à écrire, je sais pas quoi, un concours, un loto, un machin, et il me l'a offert. Et moi, à 8 ans, je faisais déjà mon premier petit journal, où je faisais à la fois les textes, les dessins et tout. Je découpais avec des ciseaux. Ensuite, à 14 ans, j'ai fait mon premier fanzine. Tu vois ce que c'est un fanzine? Voilà. Fanzine de quoi? De sport? De zik? Non, c'était un fanzine où on mélangeait tout. On mélangeait théâtre, rock et bande dessinée. Parce que toi, tu es dramaturge. Tu as écrit pour le théâtre. Ah, dramaturge, Et c'est un pièces bien... radiophoniques. non, dramaturge, c'est un bien grand mot. J'ai fait des dramatiques radiophoniques il y a très longtemps. J'avais été pistonné par... est-ce que tu vois qui est Monsieur X sur France Inter? J'avais été pistonné par Monsieur X. Et pour faire des dramatiques pour Radio France. Et avec un bonheur incroyable de choisir mes acteurs. Donc Claude Pieplu, Claude qui est Pieplu. très cher à la Soifothèque. Voilà, j'ai dit, est-ce que je peux demander Claude Pieplu? On m'a dit, oh bah on va voir s'il est libre, et puis s'il est libre, bah oui. J'ai Julien Guillaumard aussi, Jacques Duby. Donc voilà, bon ça c'était il y a longtemps. Et puis après j'ai fait quelques pièces aussi. J'en ai fait une avec Jackie Berroyer et un musicien qui est très cher à mon cœur et qui est malheureusement décédé il y a 2 ans. Dominique Sony. Donc voilà. Et puis. Comment tu rencontres Monsieur X et qui est Monsieur X? Ah bah j'ai pas le droit de le dire. Donc je ne répondrai pas à cette question. Non, c'est totalement secret. Personne ne sait qui. Et dans quelles circonstances tu l'as rencontré? Sur une autoroute. Mais j'en dirai pas plus. Non, non. Mais je peux pas en dire plus, c'est Monsieur X. Je peux pas dire son vrai nom, que je connais. Je peux juste dire qu'il a eu la gentillesse, il y a 4-5 ans, de venir faire une lecture à table, comme on dit. Tu vois ce que c'est une lecture à table? C'est-à-dire que tu as un texte de théâtre, il n'est pas joué, il est juste lu à table avec tous les comédiens. Tu vois? Et j'ai fait une lecture à table au FGO Barbarin, à Barbès, et il avait accepté d'être un des lecteurs. Donc les gens qui étaient là m'ont dit mais il a une très belle voix ce monsieur, mais elle me dit quelque chose. Et j'ai dit bon, ok, c'est Monsieur X. Vous avez eu la chance de voir Monsieur X. Et qu'est-ce qu'on boit à Nantes? Bah on boit du muscadet, hein, principalement, ça tu dois le savoir. Après, on boit tout. Hein. On aime les vins de, je sais pas, on va un peu plus loin, on aime les vins de Saint-Florent-la-Vieille, de Saumur, tout ça. Enfin, on boit pas que du muscadet. Tu es amateur de vin ou tu es amateur de moments de vin? Ta deuxième définition est la meilleure. Je suis pas du tout un connaisseur. C'est une très bonne définition ce que tu viens de dire. Un moment de vin. Ouais, moi j'aime bien partager un moment. Tu vois, bon. Là on boit un vin tout à fait quelconque, mais il est bien parce qu'on passe un bon moment. Et voilà. J'ai aucune connaissance. La Soifothèque. Si je pouvais te dire mes vins préférés, ce serait des vins un peu comme... j'aime beaucoup ce qui est Quincy, Chablis. Tu vois. J'aime beaucoup le Viognier aussi. Parce que c'est... alors là c'est un peu de la frime, mais c'est une énorme vedette qui me l'a fait découvrir. C'est le président de Groland. Santé bonheur, santé bonne humeur. Qui buvait ça
très tôt le matin. Et c'est la première fois de ma vie que j'en ai bu, c'était avec lui. Et j'ai adoré, mais Dans vraiment quelles adoré. circonstances? Alors dans quelles circonstances? C'est parce qu'il nous a accompagnés, je dis nous, parce qu'à un moment de ma vie, j'ai géré pendant 5 ans un magazine qui allait de festival de musique en festival. Toutes les semaines, on allait sur un festival et on traitait en direct tout ce qui se passait sur le festival. On bouclait à 3h du matin. Et à 9h du mat, les 5000 exemplaires étaient sortis. On allait les diffuser dans le festival. À chaque fois, on avait un invité. Et Christophe Salingro, le président de Groland, est venu 2 fois avec nous. Et donc la fois où il m'a fait boire du Viognier, c'était au canal Saint-Martin, là, parce qu'il habitait à côté. Et il m'avait donné rendez-vous dans son petit bar habituel, quoi. Un petit bar où il était connu comme le loup blanc. Voilà, et il buvait beaucoup de Viognier. Voilà, donc Quincy, Chablis, Viognier, c'est un peu mes préférences. J'aime le blanc. Ouais. Enfin, en l'occurrence, là, tu vois, je bois du rouge. Mais Donc, ce qu'on n'a pas abordé, c'est ce virage donc d'écrivain. Si tu nous parles de cette formation, de cet atelier d'écriture, ça se passe donc dans un café, ça t'inspire, il y a quelque chose qui perce. j'ai beaucoup sympathisé avec les gens. J'en ai écrit une histoire. Bon, malheureusement, faute de budget, je n'ai pu tourner qu'un court-métrage, mais à la base, c'était un long-métrage. Enfin, le scénario était... Je me disais bien que je vous avais déjà vu quelque part. Vous êtes connu, non? Je suis comédien. Ah, c'est ça. Mais bon, on peut pas tous vous remettre aux gens de la télé. Il y a tellement de chaînes aujourd'hui. Vous êtes le chauve, c'est ça, dans Bienvenue chez les Ch'tis? Non, j'ai pas tourné dans ce film-là. Le chauve dans les ch'tis, c'est Cadmerade. Je connais avec Vous lui. êtes sûr? Mais si c'est vous, je vous reconnais. Non, je vous assure, c'est pas moi. Est-ce que vous pourriez quand même me signer un autographe? Parce que j'ai déjà autographe de Jean-Pierre Pernaut. Il est venu une fois dans mon bar. Très sympa d'ailleurs. Il était avec sa femme. Comment qu'elle s'appelle déjà, l'ancienne Miss France? Geneviève de Fontenay. Ah non, elle, ça m'étonnerait qu'elle ait été Miss France un jour. Non, c'est Nathalie quelque chose. Nathalie Marquet. J'ai joué au théâtre d'ailleurs avec elle. C'est pour qui? Vous mettez Pascal s'il vous plaît et rajoutez Pauline, c'est ma femme. Voilà, ça lui fera plaisir. Mais pourquoi que vous avez écrit Philippe Vieux? Parce que c'est mon nom. Et vous pourriez pas mettre cas de Marade plutôt, il est plus connu. Vous préférez pas Louis de Funès tant qu'on y est? Non, lui il est mort, personne ne me croit. Tous les figurants sont des locaux que j'ai rencontrés et avec qui j'ai sympathisé pendant ma formation. Je leur avais dit, quand j'ai terminé ma formation, je leur avais dit je reviendrai et vous jouerez dans mon film. Alors bien évidemment j'étais un peu naïf, je pensais que ce serait un long métrage, mais ça coûte tellement cher le cinéma que j'ai pu récolter que l'argent d'un cours. Et donc ils sont tous venus, ils m'ont coûté d'ailleurs une blinde, parce que les vrais tenanciers du bar m'ont fait payer toutes les consos qui ont été bues pendant le tournage. Donc tiens Sylvain, voici la note, et j'en avais pour je sais plus combien, c'était une fortune. Parce que je leur avais dit, bon bah on va faire comme si vous étiez client et que vous buviez un coup. Et ils se sont gavés. Parce que le cinéma, tu tournes plein de fois la prise et tout, et donc à chaque fois... Attends, je bois un petit coup parce que faut que je me détende. Il n'y a pas de stress. Hein. Donc Louis Rego, la première fois que j'ai rencontré, c'était à la reformation des Stooges, le groupe d'Iggy Pop, en 2005 ou 2006. J'y étais allé avec Berroyer et Dominique Sonic au Zénith de Paris. Et Jackie et Louis sont très amis, très amis et tout. Et donc à un moment on s'est croisés, on a bu un petit coup vite fait, mais c'est la première fois que je le voyais. Et puis après j'ai proposé à Louise d'être rédac chef de mon petit magazine que je créais qui s'appelait Papler. Parce que sur ce petit magazine, chaque fois on avait un invité différent. Et
Moi, je voulais qu'il y ait vraiment un peu de tout. Il y a eu des musiciens, il y a eu des comédiens, il y a eu... À chaque fois, il y avait une personnalité différente. Et j'ai invité Louis au Printemps de Bourges. Et donc, tous les soirs, on faisait l'édito. Et alors, en fait, Louis, il tape pas trop... Enfin, en l'occurrence, là, il tapait pas trop à l'ordinateur. C'est moi qui le tapais, mais c'est lui qui me dictait. Et donc, on s'enfermait dans le bureau... Enfin, c'était même pas un bureau, c'était un débarras à côté du bureau de Daniel Colling, qui était le directeur du Printemps de Bourges. On était dans le débarras à côté. Et là, on s'amenait un petit coup à boire. Voilà, et là, on a rigolé comme des baleines pendant 4 jours. Mais vraiment, on a ri. Et je pense que c'est là que la complicité est née. Parce que Louis a vraiment écrit des choses drôles et on s'est vraiment marré dans ce débarras du Printemps de Bourges. Et si tu nous parles de sa trajectoire des Charlots à Rosiers. Bon, il est musicien, hein, donc ça faut le savoir. Il est musicien. Il jouait avec Gérald Rinaldi et puis Jean Sarus et l'autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Un producteur a dit, bon les gars, j'ai une idée, vous allez vous appeler les Charlots. Et c'est comme ça que c'est né en fait. Parce qu'ils avaient fait une reprise de je sais plus quoi, d'un chant auvergnat ou je sais pas quoi, ils avaient rigolé et fait n'importe quoi. Et en fait ça a fait un tube. Du coup, ils se sont appelés les Charlots. Ils ont joué back band. Voilà. Ils ont fait back band, ouais, tout à fait. Après, Louis, il les a quittés pour, je pense, écrire. Et après, il a fait donc le tribunal des flagrants délits avec Pierre Desproges. Il a écrit Viens chez moi, j'habite chez une copine. Il a joué avec Coluche dans La vengeance du serpent à plumes, où il avait le deuxième rôle. Il a fait beaucoup de choses. Et Rosiers, Jacques Rosier. Et Mène Océan avec Bernard Menel. Et Yves Afonso. Et donc voilà, non, mais moi pour moi c'est un mythe ce monsieur-là et j'ai toujours plaisir à le voir. Bon, je peux pas raconter tout ce qui m'arrive avec lui, mais il m'est arrivé vraiment des choses très drôles, très très drôles. Mais je peux pas raconter dans un podcast qui pourrait être écouté. Cette fréquentation des bistrots t'emmène la fièvre de cheval. Non, alors en fait ça c'est presque du hasard parce que bon, effectivement j'adore les bars et notamment les PMU. Mais à l'époque de ma formation, puis quand je suis revenu quelques mois après pour tourner le court-métrage, je n'avais aucune idée de ce qu'étaient les paris hippiques. Mais aucune idée, ça ne m'intéressait absolument pas. Je suis fumeur, je vais souvent m'acheter des clopes dans un bureau de tabac PMU, bar PMU qui est pas très loin de chez moi. Et souvent je prends mes clopes et puis je m'arrête et je bois un verre. Voilà. Mais sans vraiment regarder la faune qui est présente dans le bar. D'autant qu'en plus, comme je suis fumeur, je suis souvent en terrasse. Je suis pas souvent... Enfin, je sais pas si tu vois comment sont les PMU, mais il faut vraiment rentrer dans la faune de tous ces parieurs qui sont face à l'écran et tout ça. Donc il faut vraiment rentrer dedans. Et puis un jour, je termine un peu plus tôt que d'habitude mon travail, je vais me boire une ou deux bières, j'achète mes clopes, tout ça. Et ma compagne actuelle me téléphone en me disant tiens, je finis plutôt mon boulot, est-ce que je te rejoins, t'es où? Je lui dis bah ça va pas te faire rire, je suis dans un PMU. Oh bah si, j'arrive. Et là donc on se boit un verre et puis elle me dit en rigolant bah tiens j'ai joué une fois, on va jouer. Donc là on s'approche de la borne, on joue, je sais pas quoi, 3 €, voilà. Et là, j'ouvre les yeux en fait. J'ouvre les yeux. Ces endroits que je fréquentais depuis des lustres, je les avais même pas regardés.
Alors c'est quoi ces endroits, c'est quoi ces PMU? C'est très triste. Un PMU, c'est très triste. C'est des dizaines de solitudes mises côte à côte. C'est un amas de solitude. Tout le monde est seul. Alors ça discute, ça s'engueule, ça discute, mais chacun joue pour soi. Chacun espère évidemment le gros lot. Donc voilà, j'ouvre les yeux, je vois tous ces gens et je me dis, à partir de demain, je reviens, mais comme à des horaires de bureau, et je reviens pendant des mois pour me faire accepter de tous ces gens-là et je veux apprendre leur code, je veux voir comment ils vivent, je veux les faire parler et tout. C'est quasi un travail sociologique en fait, mais je l'ai fait de manière amusante. Et je ne voulais surtout pas que ce soit triste. Mon roman n'est pas triste, mon roman est plutôt drôle. Je voulais pas que ce soit glauque, je voulais pas non plus me fiche de leur gueule, enfin c'était vraiment... Et 60% des gens qui sont dedans, qui sont dans mon roman, sont des gens qui existent et que pour beaucoup je revois encore. Je revois encore un personnage que j'ai dans le livre, je l'ai appelé Rodolphe, mais il s'appelle Jean-Marc, on se voit très souvent. Un personnage qui s'appelle Majid, alors en ce moment je le vois moins parce qu'il est avec un bracelet électronique autour du pied, donc il est bloqué chez lui, parce qu'il a fait des conneries. Mais il y a beaucoup de gens que je revois encore. Et tu as l'idée d'un roman dès le départ? Oui. Ah oui. Dès le départ, c'est dans ce but-là. Et c'est même annoncé aux gens que je rencontre. Mais c'est quoi ce... Dès le départ, par exemple, tu vois ce personnage qui s'appelle Rodolphe dans le livre, je lui dis, je te préviens, là tu me fais rire, tu fais des trucs, tu racontes des conneries et tout, je te préviens, tu pourras te retrouver dans le livre. Et il s'en foutait, il me dit, ouais, ok, vas-y. Le Majid dont je te parlais à l'instant me dit, Majid, ça prend un dé. Tu vois, il voulait que j'orthographie bien. Donc carrément, il m'a dit, prends mon nom et vas-y, tu fais ce que tu veux avec moi et tu prends mon nom. Donc je les ai tous prévenus que je voulais faire un livre. Et j'étais étonnamment assez sérieux. C'est-à-dire que un PMU, ça ouvre vers... Enfin, les courses commencent vers 11h30. Moi, j'y allais à partir de 11h du matin. Donc j'y allais de 11h à 19h à peu près. Donc ça faisait 8 heures de boulot par jour. Je prenais des notes sur mon téléphone. Et chaque jour, à 6h du matin, j'écrivais. J'écrivais de 6 à 10. Puis je prenais ma douche, puis je retournais. Et ainsi de suite. J'ai vécu en huis clos quasiment pendant 4 mois. Et la place de la boisson dans les PMU? Elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme parce qu'en fait, ils dépensent tellement d'argent dans les jeux qu'ils n'ont pas beaucoup de sous pour boire. Et d'ailleurs, vaut mieux pour eux. Moi-même, j'ai fait de jouer en étant un peu sous. Au lieu de jouer 3 €, on en joue 30 parce qu'on est sous. Donc la place du vin, de la bière et tout ça n'est pas énorme en fait. Le PMU où j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu la chance entre le moment où j'ai commencé mon histoire et le moment où j'ai terminé a été vendu par une dame qui s'appelait Mireille à des Chinois. Et la bascule s'est faite. Et moi j'ai assisté à cette bascule et j'en ai parlé dans le livre et je suis vraiment ravi d'avoir vécu cette bascule. Nantes, c'était un peu le début du rachat des PMU par les Chinois. Paris, ça fait des années. Tous les PMU aujourd'hui à Paris sont gérés par des Chinois. Mais nous, c'était assez nouveau. Et les Chinois ont mis un panneau au-dessous de la télé. Un panneau écrit à la main, au stylo. Alors, je vous épargne les fautes d'orthographe, de toute façon on ne les verra pas en podcast, mais consommation obligatoire toutes les 45 minutes. La patronne d'avant, Mireille, était habituée, mais pas les Chinois. Eux, ils voulaient que ça consomme.
Donc en fait, j'ai pas rencontré tellement de buveurs. C'est des joueurs. Et les 2,50 € qu'on peut économiser sur un ballon de rosé ou sur une bière, on les consacre à jouer sur Fakir de la Roche. C'est vraiment ça. Enfin, au début, c'était un jeu. C'est-à-dire, par exemple, mon Jean-Marc était assis à une table, la même table tout le temps, sur une table à gauche. Et je m'étais fixé comme objectif, au bout de 2-3 semaines, de sympathiser avec lui et d'être invité à sa table. Il se trouve qu'un jour, je ne suis pas venu au PMU pour je ne sais plus quelle raison, j'ai oublié. Et c'est là qu'il m'a abordé le lendemain, il m'a dit, et ça je le raconte dans le livre, il me dit, t'étais pas là hier, j'ai touché, je te paye un coup. Et ça c'est vrai, ça c'est un truc vrai. Et après on est devenus très amis. Je te dis, c'est vraiment quelqu'un que je revois tout le temps. Et je fais ce qu'on appelle des lectures musicales de mes romans. Donc j'en ai fait de Fièvre de cheval. Je suis avec un guitariste qui m'accompagne, qui chante et tout ça. Puis moi je lis. Et la dernière, le vrai Jean-Marc est venu dans le bar où je faisais la lecture. Il s'est mis sur un côté et tout. Alors moi ça m'a un petit peu déstabilisé parce que tu te rends compte, j'avais un de mes personnages face à moi quand je lisais aux 30 autres personnes qui étaient là. Et donc je le regardais pas du tout. Je voulais absolument pas le regarder en lisant devant les gens. Et j'ai un de mes copains qui m'a dit Waouh, j'ai regardé ton Jean-Marc là, il était au bord des larmes. Parce qu'en fait, il s'est vraiment retrouvé dedans. Justement, si on parle de la forme, je travaille la ponctuation, il y en a de la ponctuation, et chaque virgule est super étudiée. Vraiment super étudiée. S'il y a bien un truc que je travaille, c'est la ponctuation, c'est le rythme. Tu vois, je te dis que je fais des lectures, j'imite notamment Léon Zitrone et tout, mais en fait mon texte je le connais sur le bout des doigts grâce à la ponctuation. Il y a un rythme que j'imprime, c'est sans prétention, mais chaque matin quand j'écris, après je me relis à voix haute pour voir si ça fonctionne. J'ai besoin de voir si ça fonctionne à voix haute. il y a le sentiment d'un souffle, Oui. d'un seul geste. Le roman est un seul geste, un seul discours, au bord d'un comptoir, non? Ouais. C'est Oui. bien d'où ça? Bah du travail. Non, faut bosser pour. Non, ça a l'air de filer comme ça, mais c'est vraiment du travail. J'ai un ami qui est comédien et metteur en scène qui m'a beaucoup aidé pour un autre roman qui s'appelle Turco, que j'ai écrit. Et Sur ton nom? ouais, sur mon arrière-grand-oncle. Et sur Fièvre de cheval, en fait, notre petite habitude, c'est je terminais 2-3 pages, il venait au bateau, on buvait un petit café, je lui lisais ce que j'avais fait, et là il me faisait ses remarques. Et sur Fièvre, en fait, il m'a dit j'ai pas beaucoup de remarques à te faire parce qu'effectivement, là, on voit la trajectoire. J'ai pas grand chose à te dire. Autant sur Turco, il m'avait repris. Mais là, effectivement, il a tous les 2-3 jours, quand il venait, il avait envie de connaître la suite et voir ce fil qui avançait, cette trajectoire. Il y avait une évidence dans l'écriture qu'on retrouve dans la lecture. Ouais, parce qu'en fait, je pense que je m'amusais beaucoup. Et puis... Et vient d'où cette écriture, tu penses? Moi, j'aime bien me faire rire. C'est-à-dire, si je me fais pas rire, ma page, elle sert à rien. Donc, je suis mon premier lecteur, évidemment. Et si je ne rigole pas, ma journée, elle est pourrie. Alors, c'est pas forcément tout le temps apprécié, parce que c'est un peu péjoratif, les écrivains rigolos, ce que j'essaye d'être. Mais moi, c'est mon écriture. Tu vois, même quand je parle de sujets sérieux, comme l'addiction, la perte de repères,
la désociabilisation, tu vois, tous ces thèmes qui sont dans Fièvre de cheval en fait. C'est un type, il a aucun ami, il devient moitié alcoolo, il s'endette, il vend sa voiture, il travaille plus, enfin, c'est que des trucs horribles. Mais malgré tout on rigole. Tu vois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est tellement glauque que j'ai pas voulu en rajouter une couche. J'ai préféré le tourner un peu à l'humour et j'avais envie qu'on s'attache à lui. Alors c'est un gros con. Souvent je me suis dit en écrivant, je me suis dit, quel con. Parce que des fois il fait des remarques et tout. Il est toujours un peu borderline et tout, mais on s'attache quand même à lui, j'espère. Quand j'ai lu ton livre, après j'ai pensé à cette émission. Oui, parce que là t'as repris parce que t'as des putains. J'ai pensé au Gentleman d'Epsom de Gilles Grangier. Ah bah c'est un de mes films cultes. Enfin, je l'aimais énormément avant même de découvrir l'univers des courses hippiques. C'est-à-dire j'étais déjà fan de ce film avant de tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure de ma découverte des PMU, des bars PMU. Il se trouve que à un moment de ma vie, j'étais totalement fan de Jean Gabin. Ça m'a coûté une blinde parce que c'était pas l'époque où tu peux trouver des films sur internet, t'achetais les DVD quoi. Donc j'avais, sans mentir, entre 60 et 70 DVD de Jean Gabin. J'achetais tout. Ça coûtait à peu près 20 € à chaque fois. Enfin tu vois, j'ai mis 1500 € dans des DVD de Jean Gabin. Bon, et pas que ça, hein. J'achetais aussi énormément de DVD de cette époque-là. Moi, je suis resté complètement bloqué sur cette période. J'aime les dialoguistes. J'aime Pascal Jardin, j'aime Blondin, j'aime Audiard, j'aime tous ces mecs-là qui savaient écrire des films, qui savaient mettre des dialogues. Et c'est une vraie fascination. C'est décrié souvent. Ouais, je sais que c'est très décrié, mais de toute façon, même, tu vois, mes textes, quand je te dis qu'ils sont humoristiques, je sais que c'est pas très apprécié. Alors c'est apprécié par les lecteurs, mais c'est pas forcément apprécié par les critiques. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu quand même quelques bonnes critiques, mais je sais pertinemment que je ne prétendrai jamais à aucun prix littéraire, parce que je fais pas du tout partie de ce qui se lit aujourd'hui, et que j'aime beaucoup par ailleurs, hein. Tu vois, là j'ai un peu, pendant les vacances de Noël, là, j'ai un peu rattrapé mon retard, j'ai lu Brigitte Giraud, le prix Goncourt, j'ai lu Cher connard de Despentes, j'ai lu tout ce qui sort aujourd'hui et que j'apprécie, hein. Attention, je suis pas du tout dans le dénigrement, mais je sais que je fais pas partie du tout de ce monde-là. Et pour en revenir aux dilettantes et au fait que Dominique Gaultier, le directeur, m'ait appelé au bout de 2 jours, c'est que Dominique, il aime bien les textes un peu comme ça, un peu à la marge et tout ça, et il n'est pas du tout à la recherche du futur prix Renaudot ou Goncourt ou je sais pas quoi. Lui sans m'avancer, mais ce qui l'intéresse, c'est plus qu'on raconte une histoire avec un style et voilà. Donc je suis dans cette veine-là, effectivement, je me revendique dans cette veine-là des dialoguistes, et puis j'ai aussi une véritable fascination pour ces acteurs, enfin les acteurs de cette époque-là. Les seconds rôles étaient extraordinaires, et je trouve qu'aujourd'hui les seconds rôles sont moins bons dans le cinéma. Il y a toujours des premiers très bons rôles, hein. Attention, pareil, hein, je dénigre pas le cinéma actuel, il y a toujours des très bons rôles, mais les seconds rôles sont souvent moins bons qu'ils ne l'étaient à l'époque, enfin, ou tout du moins ils sont moins valorisés. À l'époque, tu vois, tu me parles du Gentleman d'Epsom,
Bon, Louis de Funès n'avait pas encore la réputation qu'il avait, parce qu'il a acquis sa réputation très très tard, et son succès très très tard, à plus de 50 ans. Bon, bah, dans le Gentleman Nelson, Louis de Funès est un second rôle. Ripeux. Oui. Croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur? Ça ne salope pas. Puisque c'est vous qui le dites, eh ben je vais vous donner votre chance. Vous êtes un père, vous avez une fille à doter. Êtes-vous homme à faire fortune? J'y pense toutes les nuits. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Eh ben voilà. Un cheval de Madame de Carbouf court demain à Auteuil. Un fils de Minos et Pasiphae, allié à la famille de Saint-Simon par son demi-frère. Tous les ancêtres les plus illustres sont penchés sur sa litière. Et comment s'appelle ce gentil cheval? Minotaure. Oh, et d'après vous, c'est la grosse affaire? C'est l'affaire. Mais vous joueriez le paquet dessus? Ah, mais je ne joue jamais. Mais la maison, elle, va y aller du maximum. C'est pourquoi, en supposant que vous mettiez les 850 000 de Brunoise, bon, il ne faut pas que vous comptiez sur beaucoup plus de 4 millions. Mais ça fait quand même du sang contre un. Oui. Dites, sans vouloir vous vexer, est-ce que je peux faire une supposition, mais absurde? Si jamais ça rate. Oh, dans le fond, vous avez peut-être raison. L'amitié m'égarait. Mais je vous comprends. Un gentil petit restaurant, petite cuisine bourgeoise, petite affaire. Vous n'êtes pas fait pour les gros coups, mon cher Ripeux. Bon, eh ben, demain, je vous verserai vos 850 000 francs et vous irez les porter à la caisse d'épargne. Ben pourquoi pas? Avec le 2%, on est sûr? On est surtout sûr que ça ne fera pas 3. Avouez que le père Ripeux vous a bien eu. Sacré Ripeux, va. Et à l'école, c'était pareil, je les possédais tout. L'inspecteur de l'école primaire m'avait remarqué, il me disait « Ripeux, vous serez acteur. » Et j'aurais pu l'être, mais pas fou, Ripeux. Petit-fils d'Auvergnat, fils d'Auvergnat, crocodile moi-même. Je refais mes additions toutes les nuits. Infatigable au bénéfice, jamais d'indigestion, serpent bas. Vous pouvez pas me rendre compte. Bouger sur le mur des grandes écoles, on n'est pas du même milieu. Oh non. Moi, je suis arrivé à Paris en espadrille. Alors, vous comprenez, je veux me goinfrer, me gaver le plus possible. Vous savez, louer des coffres, en sus des gros coffres. Je veux tout. Dites, mais Minotaure, ça va être la grande régalade. Mais je la sens, j'ai un nez de pointer. Pas plus de 3-4 millions, vous dites. Vous connaissez pas l'homme. Les 850 000 de Brunoise, plus 100 000. Paf, c'est ça, Ripeux. Manières orientales. Ça les fera-tu cette fois, les femmes briquettes? Oh, alors là, c'est dans la poche. Quand je te racontais tout à l'heure que quand j'étais petit, j'avais un fanzine. J'ai eu la chance. À Nantes, il y avait quelqu'un de assez décrié qui s'appelait Jean-Luc Tardieu, qui était le directeur de ce qu'on appelait la Maison de la Culture de Loire-Atlantique, qui n'existe plus. C'était un truc du département et tout. Et ce type était très décrié parce qu'on disait que c'est du théâtre de droite. Mais moi, quand j'ai eu 13-14 ans, je faisais le mur pour aller dans ce théâtre. Et le directeur m'aimait bien, il me laissait aller dans les loges, il me laissait récupérer les affiches et tout. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Darry Cole, Philippe Clay, Claude Rich, Claude Brasseur, Madeleine Robinson, je ne lui ai pas parlé mais je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu sur scène. Jacques François, Jean Dessailly, Simone Valère. J'ai vu tous ces acteurs extraordinaires qui étaient tous en fin de vie. Mais tu vois, par exemple, l'autre jour, je me suis revu un Maigret avec Gabin et Jean Dessailly. Et je me suis dit, waouh, la chance que j'ai eue. J'ai vu ce mec-là sur scène, quoi. Bon, j'avais 15 ans, mais j'ai eu le bonheur de le voir sur scène. Suzanne Flon, j'ai eu le bonheur de l'interviewer. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, moi j'avais 15 ans. Et puis elle était là, alors attends, c'était avec Henri Virlejeu. Je sais pas si tu te rappelles d'Henri Virlejeu, il est un très vieil acteur aussi. Et ils étaient logés dans un hôtel rue Scribe à Nantes, au-dessus d'un cinéma porno. Et moi j'arrive du haut de mes 15 ans et ils sont là. Moi je mets une petite question d'ambiance, tu vois, pour
instaurer ça va, vous êtes content à Nantes et tout. Et là, tu as cette mamie, Suzanne Flon, qui dit à ce papy, Henri vient le jeu devant moi. Oui, enfin quand même, on est quand même au-dessus d'un cinéma porno. C'était quoi le titre, Henri Prends-moi salope. Enfin, voilà, moi j'ai vécu ce genre de scène incroyable avec des légendes du cinéma français et du théâtre français. Je m'habille tous les jours pareil, je ne possède pas grand chose. Plus j'ai avancé dans la vie, moins je possède. Enfin, les déménagements successifs, les divorces, les machins et tout ça, j'ai quasiment plus rien. Et dans les sujets que j'aimerais travailler en ce moment, c'est là-dessus, c'est sur le fait de s'attacher à rien. Et donc c'est là où je te dis que j'aime bien ton idée de moment de vie plutôt que de dire que j'ai aimé le je sais pas quoi, le Château Margaux 1991 de tel viticulteur. Franchement, je m'en fous. En revanche, ça c'est une cuvée lambda, bon voilà, au Paris-Montparnasse. Je me rappellerai qu'on a bu du rouge tous les deux et je me rappellerai dans 3 ans, tu vois. C'est pas... Je sais même pas ce que c'est et je m'en tape. C'était le 2e épisode de La Soifothèque. Je remercie Sylvain Chantal, des éditions de La Dilettante. Vous avez pu entendre un extrait de Épitaphe, court-métrage réalisé par Sylvain Chantal, ainsi qu'un extrait du Gentleman d'Epsom de Gilles Grangier. C'était Nicolas de La Soifothèque. On se retrouve prochainement pour la suite. Et toujours, un salut amical à l'équipe de Radio Vino. Non, le vin pour moi c'est des moments de vie en fait. Et puis ça boit du muscadet. La Soifothèque c'est un plateau de fromage servi avec un couteau à huître.